Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo qui s'adresse spécifiquement aux niveaux universitaires L1. Je vais parler du fameux modèle ISLM que j'ai mentionné une fois lorsque j'ai expliqué la notion de préférence pour la liquidité des agents inaugurée par J.M. Keynes dans sa théorie générale de 1936. Souvenez-vous, dans cette petite vidéo, j'expliquais que selon Keynes, il arrive qu'en situation d'incertitude, les agents demandent de la monnaie pour elle-même, c'est-à-dire pour la liquidité ultime qu'elle représente. En effet, pour Keynes, les agents demandent de la monnaie pour réaliser des transactions courantes, achat de biens et de services, mais également demandent de la monnaie pour la placer dans des actifs financiers d'épargne, comme les actions et les obligations. Keynes avance que lorsque l'environnement est incertain, difficulté à revendre rapidement ses actifs en cas de besoin ou bien risque de perte en valeur des actifs, alors les agents préfèrent conserver leurs actifs sous leur forme la plus liquide, donc la monnaie. Retenons cette idée dans un coin de notre tête pour y revenir dans un petit instant. D'où vient le modèle ISLM ? Eh bien, ce modèle correspond à une interprétation possible de la théorie générale de Keynes, formalisée par John Hicks en 1937 dans un article célèbre publié dans Econometrica et intitulé Keynes and the Classics, a Suggested Interpretation, et aménagé un peu plus tard par Alvin Hansen. Dans cet article, Hicks tente de faire une synthèse entre l'analyse de Keynes et l'analyse des économistes classiques et néoclassiques. Autre prérequis. Dans la vidéo 4 sur la création monétaire, classe de première, j'ai décrit les effets de la politique monétaire sur l'activité économique. Je n'ai délibérément pas dit que l'idée que la quantité de monnaie en circulation et donc que la politique monétaire puisse modifier les décisions des agents et par conséquent avoir des conséquences sur l'activité économique en tant que telle n'est pas une idée partagée par tous les économistes. En particulier, les analyses keynésiennes et classiques s'opposent sur cette idée. Pour les classiques ou pour l'école néoclassique, la monnaie est neutre au sens où la monnaie n'a que des effets nominaux, mais aucun effet réel sur l'économie. Cela signifie que les variations de la quantité de monnaie affectent seulement le niveau des prix nominaux, mais pas les prix relatifs, et donc ne modifient pas les décisions des agents. C'est l'hypothèse de la dichotomie entre une sphère réelle dans laquelle sont déterminées les variables réelles, les quantités produites, échangées, consommées, les prix relatifs, et une sphère monétaire dans laquelle sont déterminées les variables nominales, c'est-à-dire les prix. Pour Jean-Baptiste Say, la monnaie n'est qu'un voile. Je m'arrête sur cette notion de prix relatif. Cela signifie simplement la valeur d'un bien par rapport à un autre bien. Par exemple, si le salaire horaire du SMIC est de 10 € et que la coupe de cheveux coûte 20 €, on dira qu'il faut 2 heures de travail au SMIC pour payer une coupe de cheveux. Pour l'école keynésienne, tout au contraire, la monnaie est active, au sens où ses effets ne sont pas seulement nominaux, mais également véritablement réels. Les idées que je viens d'exposer sont des préalables pour bien comprendre le modèle ISLM, cœur de la synthèse néoclassique. Pour commencer, ISLM correspond à Investment, Savings, Liquidity Preference, Money Supply. Savings signifie épargne en anglais. L'originalité du modèle réside dans la détermination simultanée, en économie fermée, donc sans exportation ni importation, du revenu national qui est égal au niveau de production évalué en unité monétaire ou PIB, voire chapitre de terminal sur la croissance économique, et du taux d'intérêt, à partir d'une interaction entre le marché des biens et des services, courbe IS, et le marché de la monnaie, c'est la courbe LM. La courbe IS représente l'ensemble des combinaisons de taux d'intérêt, petite i, et de revenus, y, qui assurent l'équilibre sur le marché des biens et des services, IS, Investment et Savings. Sur le marché des biens et des services,
L'offre globale, c'est-à-dire Y, le produit, correspond au revenu qui se partage entre la consommation grand C et l'épargne grand S. On obtient Y est égal à C plus S. Et la demande globale, D, se décompose en C, consommation, et I, investissement. On a aussi D est égal à C plus I. Et donc, l'équilibre entre l'offre et la demande dépend donc de l'équilibre entre l'investissement et l'épargne. Y est égal à D implique I est égal à S, puisque C apparaît dans les deux équations. Explication. L'investissement est une fonction décroissante du taux d'intérêt, car la hausse des taux d'intérêt, en augmentant le coût de l'investissement pour les entreprises, réduit le montant des investissements rentables, tandis que l'épargne est une fonction croissante du revenu. Ainsi, la courbe IS représente les couples de valeurs revenu-taux d'intérêt compatibles avec la réalisation de l'équilibre sur le marché des biens et des services, grand I égale à grand S. La pente de IS est négative, la courbe est décroissante. En effet, si le taux d'intérêt diminue, l'investissement augmente, mais alors l'épargne doit augmenter aussi, car grand I est égal à grand S. Cela suppose que le revenu augmente également, donc petit i et grand Y varient en sens inverse. La courbe LM représente l'ensemble des combinaisons de taux d'intérêt petit i et de revenu grand Y qui assurent l'équilibre sur le marché monétaire, liquidity money. Sur le marché monétaire, l'offre de monnaie M est déterminée par la politique de la Banque centrale. La demande de monnaie, L pour liquidité, se partage en une demande d'encaisse de transaction, L1, et d'encaisse de spéculation, L2. Explication. La demande d'encaisse de transaction, L1, est une fonction croissante du niveau de revenu. Plus on est riche, plus on dépense, plus on a besoin de moyens de paiement. La demande d'encaisse de spéculation, L2, s'explique ainsi. Les spéculateurs conservent leurs encaisses monétaires lorsque les cours des titres financiers sont élevés, car ils anticipent alors une baisse. Ils les utilisent au contraire pour acheter des titres quand les cours sont bas, espérant réaliser une plus-value. L2 est une fonction décroissante du taux d'intérêt car le cours des titres varie en sens inverse du taux d'intérêt. On obtient M est égal à L1 qui est une fonction de Y et L2 qui est une fonction de petit i. La courbe LM représente les couples de valeurs revenu-taux d'intérêt compatibles avec l'équilibre sur le marché monétaire. Dans sa phase normale, la pente est positive. On voit bien que la courbe est croissante. La partie horizontale de la courbe correspond à la trappe à liquidité. Ici, le taux d'intérêt est tellement bas que toute la monnaie est thésaurisée, c'est-à-dire non placée. Et la partie verticale correspond à la phase classique. Il n'y a plus de thésaurisation et toute la monnaie est placée. L'intersection des courbes IS et LM donne le couple de valeurs Y petit i compatible avec l'équilibre sur le marché des biens et des services et sur le marché de la monnaie. Au total, le trait d'union entre les différents marchés est le taux d'intérêt, car le taux d'intérêt joue un rôle dans les fonctions de production. C'est lui qui détermine le seuil de rentabilité des activités en deçà duquel les entreprises ne doivent plus investir et il joue un rôle sur le marché des capitaux puisque ce marché est le marché des fonds prêtables et que les détenteurs de revenus peuvent arbitrer entre consommer ou épargner en fonction de la plus ou moins grande rémunération qu'on leur propose sur ce marché en se privant d'une consommation immédiate. C'est donc autour du taux d'intérêt confluent de l'économie réelle et de l'économie des capitaux que s'organise la synthèse IS-LM. Hicks visait à construire un modèle qui pose la question de l'intervention publique. Une politique d'augmentation de la masse monétaire se traduit par un déplacement de la courbe LM vers la droite. On constate qu'elle est d'autant plus efficace, la production augmente, que l'on s'éloigne de la trappe à liquidité.
Une politique budgétaire d'augmentation de la dépense se traduit par un déplacement vers la droite de la courbe IS. Et la politique menée est d'autant plus efficace, la production augmente, que l'on s'éloigne de la zone classique où il y a éviction complète de l'investissement privé par l'investissement public. Sur l'effet d'éviction, je vous renvoie au chapitre de première sur le financement des agents économiques. Brièvement, le recours à l'emprunt par l'État, qui passe par l'émission d'obligations, déplace l'épargne disponible vers le secteur public au détriment des agents privés, ce qui peut entraîner une baisse de l'investissement privé et freiner la relance impulsée par la politique budgétaire. Cet effet d'éviction s'appuie sur deux mécanismes. L'État est un emprunteur important qui offre des garanties solides et il est servi en priorité par les prêteurs. Et puis, l'augmentation de la demande de capitaux sur les marchés financiers face à une offre inchangée conduit à une hausse des taux d'intérêt. Au final, Keynes connaissait X et a reconnu son interprétation comme valable. X base LM sur la préférence pour la liquidité et les encaisses de précaution, de transactions et de spéculation. L'idée qu'une hausse de la masse monétaire agit sur le niveau d'emploi est également keynésienne, car pour les classiques, la monnaie est un voile. De là découle la possibilité, les moyens et les effets de l'intervention de l'État central dans la théorie générale et le modèle ISLM. Enfin, que devient le marché du travail, pilier de l'équilibre néoclassique? Dans la vision classique, le marché du travail est le lieu où se déterminent les revenus des salariés. Ces revenus déterminent la consommation et par ce canal s'effectue une connexion avec le marché des biens, donc le niveau de production. Je vous renvoie aux vidéos de terminale sur le chômage. Dans la vision keynésienne, l'équilibre se détermine à partir de la demande globale. Celle-ci comprend les revenus salariaux, mais peut avoir une composante autonome, exogène, impulsée par la dépense publique. En revanche, le niveau de production, effectivement atteint, influence par la suite, ex post si vous voulez, le nombre d'heures travaillées et donc l'équilibre sur le marché du travail. Alors, il y a bien d'autres choses à dire sur ISLM, notamment l'intérêt et les limites du modèle. Je ferai une deuxième vidéo sur ces aspects.